Donc, bienvenue à cette table ronde consacrée à un sujet qui devient absolument central dans les entreprises. On l'a dit tout à l'heure avec Maëlys Taube et Jean-Christophe qui nous ont parlé lors de leur keynote de l'engagement des hommes, une force pour l'égalité. Donc, on parle beaucoup et heureusement de la place des femmes, c'est le sujet d'aujourd'hui, de la mixité, du leadership au féminin, de diversité, mais il reste encore cet angle mort, celui des hommes qui soutiennent l'égalité, sans toujours agir concrètement pour la faire avancer. Donc, la vraie question aujourd'hui qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait individuellement et collectivement pour transformer les organisations ? Comment un dirigeant agit-il dans ses recrutements, dans l'attribution des responsabilités, dans les promotions, etc. Donc, c'est ce qui rend cette table ronde intéressante. Nous avons autour de cette table des hommes et une femme engagés sur ces sujets depuis longtemps, qui vont pouvoir partager non seulement leurs convictions, mais surtout leurs pratiques concrètes, décisions et réussites. Alors, on accueille du coup Aline Crépin, qui est présidente du laboratoire de l'égalité et directrice générale adjointe chez Actual Talent. Christophe Pichon, directeur du développement collectivité chez Berger Levrault. Nous avons Johan Mulin, qui est le directeur de Media School, et David Trévésias, qui est le vice-président de Kindrill. Alors, pour commencer, j'aimerais vous demander de vous présenter en quelques mots. Et la question que je me pose, c'est quel a été pour vous le déclic de cet engagement pour la féminisation des métiers du numérique ? D'abord Aline, et ensuite vous, messieurs, en tant qu'hommes alliés. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors le déclic, c'était pas le micro rose, mais ça aurait pu, parce que là, on m'a gâté, vous voyez. On est en plein stéréotype là. Alors, il y a eu plusieurs déclics sur la féminisation des métiers, en particulier des métiers de direction aussi, au fur et à mesure de ma carrière. Alors, le premier déclic, c'est que j'ai reçu, une fois quand j'ai postulé à une offre d'emploi, j'ai reçu une lettre me disant « Cher monsieur ». Et là, je me suis dit « Ah, je crois qu'il y a des choses qui ne vont pas tout à fait ». La deuxième, c'est à un moment, je discutais avec un de mes collègues qui était dans un comité de direction comme moi et qui un jour me dit « Ah oui, mais pour vous, c'est pas pareil ». Et je lui dis « Pour nous, c'est pas pareil. C'est-à-dire, tu peux t'expliquer ? Oui, c'est beaucoup plus dur pour les femmes ». Et j'avais pas eu l'impression que ça avait été très dur pour moi jusque-là. Et je me suis dit peut-être qu'en fait, il y a quelque chose à revoir sur cette vision aussi que peuvent avoir certains hommes sur c'est plus dur et parfois on va un peu les protéger, ces faibles femmes qui ne peuvent pas aller sur des métiers X ou Y. Et puis le dernier déclic, c'est dans le cadre de mes travaux au laboratoire de l'égalité, puisqu'on a beaucoup travaillé notamment sur l'intelligence artificielle, on en parlait tout à l'heure, et où on s'est rendu, enfin ça fait un moment qu'on s'en rend compte, mais sur les métiers du numérique, il n'y a pas de femmes, on a fait beaucoup de choses, ça fait presque 20 ans que je travaille sur ces questions de non-discrimination, et en fait, on constate qu'on a toujours aussi peu de femmes dans les filières techniques. On a toujours, même si après on gratte 1%, 2%, puis ça revient en arrière. Et du coup, tous ces travaux-là me poussent à justement me dire, mais il faut absolument qu'on secoue les femmes pour qu'elles aillent dans ces métiers-là et qu'on secoue les hommes pour qu'ils les accueillent dans ces métiers-là. Super. Secouons les hommes et les femmes. Secouez-vous. Christophe. Quelle pression. Donc Christophe Pichon, moi je suis directeur du développement chez Berger Levrault. Berger Levrault, c'est un éditeur de logiciels pour les collectivités locales. Et moi, j'ai eu deux déclics particuliers. Le premier, c'est le fait que j'ai 3 filles et que j'en ai une qui fait un métier d'homme, elle est sommelière. Donc forcément, on est toujours dans un rapport très particulier, et je me suis dit, c'est marrant, j'ai une fille qui fait un métier d'homme, et dans mes équipes, et le deuxième déclic, c'est que mes équipes, je les ai souvent appelées les barbus, et quand je me retournais, effectivement, il n'y avait que des hommes, ça faisait un peu cliché, mais c'était des jeunes hommes avec un hoodies, avec une capuche, souvent qui arrivaient en Bermuda, en tongs, au boulot,
Et je me suis dit, il y a un vrai sujet, ça manque un peu de, ça manque un peu de diversité, ça manque un peu j'allais dire de couleur globale. On était tous un peu câblés pareil, avec la même façon de réfléchir. Et souvent, ça avait un vrai impact sur notre capacité à faire des choses qui sortaient un peu du cadre. Alors oui, on sait faire du code, super. Là, aujourd'hui, j'encadre 100 développeurs. Il y a 40% de femmes et on n'a pas les mêmes résultats. Et donc, c'est vrai que le fait d'avoir des filles, le fait de se retourner souvent et de se dire il n'y a que des mecs derrière moi, à un moment, on se dit il faut peut-être faire changer les choses, essayer d'apporter un peu quelque chose de différent. Et c'est vrai que quand j'ai eu l'opportunité de venir, je me suis dit, tiens, c'est pas mal justement de parler de cette expérience d'encadrement de populations qui sont en règle générale pas très diverses. Merci Christophe. Johan, en tant que directeur de 3 écoles dans un groupe. Exactement. Exactement. J'ai un prisme un peu différent dans le sens où ça fait 17 ans que je travaille en fait dans le développement de différentes écoles dans l'enseignement supérieur et du coup j'ai vu beaucoup de secteurs et quelque part nous on arrive en bout de chaîne. Ça veut pas dire qu'on peut rien faire, mais on arrive en bout de chaîne. Donc nous on voit les clichés qui sont nourris avec les difficultés qui sont rencontrées en face, c'est-à-dire parfois sur certaines typologies des manques de confiance, le syndrome de l'imposteur qui revient en fait assez souvent chez les femmes malheureusement, d'autres hommes qui vont vouloir se vendre en fait très rapidement et donc du coup on voit des biais qui sont là très tôt. Je vous donne en fait un exemple. Quand on va par exemple dans un lycée, il faut aussi se rendre compte que au-delà de mettre en avant la possibilité d'y aller, à un moment, il peut avoir une jeune fille qui a 15-16 ans se dit je vais peut-être me retrouver dans une classe où j'ai plus mes copines et j'ai que des hommes. Et ça, c'est aussi une réalité terrain qu'on constate. Le deuxième exemple que je vais vous prendre, il est plutôt récent concernant en fait ce sujet de la mixité. Alors j'étais dans un événement avec beaucoup de cadres dirigeants dont je tairai le nom qui a lieu en septembre chaque année dans chaque région. Et dans cet événement, il y avait une conférence qui était dédiée en fait à l'entrepreneuriat des femmes. Et je prends le mot dédié parce que c'était ouvert à tout le monde. Sauf que dans cette conférence, il y avait dans la salle, encore plus que là, il y avait seulement 3 hommes pour 200 femmes. Et j'ai pris la parole en ne m'attendant pas du tout en fait à cette réaction. J'ai pris la parole en disant, ça me surprend en fait que dans un sujet en fait extrêmement intéressant, qu'il n'y ait pas plus d'hommes qui soient concernés. Et ce que je ne m'attendais pas, c'est que je pensais que du coup les femmes allaient majoritairement dire oui c'est vrai, et d'où le sujet. Et en fait, je me suis retrouvé en fait avec une salle qui était extrêmement clivée parce que du coup le problème est double. Où certaines femmes me disaient non en fait là c'est vraiment entre nous. Donc une forme d'exclusion en fait des hommes sur le sujet. Et je me suis dit là on n'est pas bon. Et de l'autre côté des hommes qui se sont pas sentis concernés. Donc j'ai vu un peu le double problème et c'est là où je me dis qu'il fallait agir. Merci beaucoup. David, dites-nous un petit peu votre parcours et comment le sujet est venu à vous. Je vais le prendre sous un prisme un peu personnel et professionnel. Mais d'abord, je pense qu'on a 30% de la représentation masculine sur scène, là, c'est ça? N'est-ce pas, Maëlys? Alors, moi, j'ai envie de dire, j'aurais pu mal tourner. Intéressant. Originaire de Toulouse, famille d'origine espagnole, un peu sud-américaine. Okay. Donc, on imagine les clichés. On voit. Papa qui travaille, mère au foyer, voilà. Donc, j'ai commencé DUT de génie méca, ingénieur arts et métiers. Donc 250 personnes dans la promotion, 5 filles, qui sont mariées avec des ingénieurs arts et métiers, évidemment. Voilà, mais on a dit avec Johan qu'on risquait de dévier et de passer la ligne rouge tout à l'heure, mais c'est pas grave. Et en fait, j'ai démarré ma carrière dans l'IT chez un constructeur informatique, à l'île d'Abo, près de Lyon, dans une usine où on fabriquait des ordinateurs. Et à ma grande surprise, le premier jour, donc sur un job de superviseur de production, sur les lignes de prod, 90% de femmes. 90% de femmes. Et là, surprise, je me dis, mais c'est pas possible. Et en fait, en creusant, c'est simplement que la région lyonnaise et iséroise étaient connues pour l'industrie textile et qui avait bien sûr périclité dans les années 90-2000. Et donc, il y avait énormément de main-d'œuvre qualifiée en fait, et habile de ses mains pour faire de l'assemblage de micro-ordinateurs avec une cadence qui était la cadence attendue à ce moment-là. Et là, ça a été un premier déclic pour me dire, ouais, effectivement, si les femmes ont cette compétence et cette capacité, pourquoi en fait ne pas l'utiliser au sein de l'entreprise? Et donc il y avait vraiment une majorité à 90%. Et par contre, après, il y avait une bonne mixité sur toutes les organisations support. Alors je crois que c'est comme ça qu'on les appelait tout à l'heure, les achats, le capacity planning, les RH, etc. Donc en fait, c'était un premier, j'ai envie de dire, une première transition assez choquante pour moi par rapport au milieu duquel j'étais issu et par rapport à ce milieu du travail et donc la filière IT.
Ensuite, donc j'ai eu ma première fille, on en parlait tout à l'heure. Et là, si j'ai voulu survivre, milieu de femmes en production et donc milieu de femmes à la maison, il a fallu que moi aussi, moi-même, j'adapte en fait ma façon de penser et je me dise, mais finalement, utilisons les forces de chacun et de chacune pour en fait enrichir et puis développer et puis avancer. Et donc ça a été vraiment une vraie révélation et en fait, je crois que depuis ce jour-là, en fait, cette pas féminisation, mais cette mixité, diversité, en fait, c'est mon quotidien. Et juste, donc après, j'ai intégré IBM. Catherine, on s'est croisés longtemps. Là, arrivé ici à Montpellier, alors là, c'était l'inverse, les grands systèmes, le mainframe, la S400, qui est toujours vivant, hein, puisqu'on en parlait tout à l'heure. On a énormément de clients qui tournent sur S400. On travaille de très près avec IBM. Mais là, en fait, en ligne de prod, donc c'est des grosses machines avec des pièces très lourdes qui valaient très cher. Alors là, que des hommes. Que des hommes. Par contre, sur les fonctions support, donc encore une fois, planification, ordonnancement, etc., mixité assez forte chez IBM, hein, déjà il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, chez Kyndryl, on a 22% de femmes dans notre population en France, on est 1200, et le COMEX, on a 40% de femmes. Voilà, donc c'est quelque chose qui est acquis, mais pas vraiment, parce que c'est quand même un effort, et on parle beaucoup du recrutement. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que dans le monde de l'informatique a changé. On n'assemble plus des grosses pièces, en fait, où c'est l'homme qui va faire l'affaire et qui va être productif. En fait, avec l'IA et notamment les métiers autour de la donnée, parce que quand on parle d'IA, on parle aussi de données. En fait, on voit énormément de profils féminins qui nous arrivent. Et demain, d'ailleurs, pour ceux qui seront chez nous à la Bastide, chez nous avec IBM, vous verrez des nouvelles embauchées en fait qui viennent de rejoindre l'équipe. Et ce sont des femmes. Et la semaine dernière, j'étais à Sofia, parce qu'elles sont basées à Sofia, et je discutais avec elles justement pourquoi ce métier et pourquoi elles arrivent dans ces métiers-là. Et j'essaie de comprendre. En fait, c'est ça qui fait la diversité et la richesse. Mais voilà, mon déclic, il est vraiment En le amont, milieu en d'où je amont. viens, Très 80 bien. degrés, voire 180 degrés. Et donc aujourd'hui, c'est du quotidien. Merci beaucoup. Christophe, quel est selon vous le rôle spécifique des hommes dans l'accélération de la mixité dans la tech aujourd'hui? Alors, il y en a plusieurs, hein. Le premier, c'est de se rendre compte, effectivement, ce que je disais juste avant, hein, on a une nécessité à avoir cette mixité, alors qui est homme-femme, mais qui peut être autre aussi. Oui, de la performance, pour la performance. Qui va améliorer singulièrement la performance. Et ça, pour ça, notre rôle, c'est d'aller la chercher, cette mixité. Et j'ai recruté il y a 15 jours un manager, et je dis un manager pour rentrer dans le détail après, pour des équipes très techniques, les plus techniques de mes équipes. J'ai eu 50 candidatures sur Montpellier. Les gens ont bien envie de venir s'installer à Montpellier. J'ai eu 2 candidatures féminines. On a recruté une femme, déjà parce c'était la plus compétente, mais surtout parce qu'on voulait apporter, moi, l'ensemble de mes N-1, ce ne sont que des hommes aujourd'hui. Et donc on s'est dit, si on veut aller plus loin, si on veut apporter cette mixité, notre rôle en tant que manager et en tant qu'homme, c'est d'attendre peut-être un peu quand on a des bonnes candidatures, c'est-à-dire allons chercher la candidature supplémentaire, peut-être une candidature féminine, qui nous permettra de recruter quelqu'un qui va remplir ce qu'on attend, forcément. On va prendre quelqu'un qui a les compétences, mais qui en plus va être une femme et va permettre d'un peu changer les réunions de management du coup, parce que les réunions qu'entre hommes, ça peut être un peu... je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous imaginez bien, quand il n'y a que des hommes autour d'une table, ça peut être un peu particulier. Et là, justement, apporter une touche féminine à une équipe de management, pourtant du management très technique, hein, c'est quelqu'un qui techniquement me rend ridicule, hein, je ne suis pas ce qu'elle est capable de faire et je ne comprends plus ce qu'elle est capable de faire, néanmoins qui apporte une vision complètement différente. Et ça, c'est la première chose. Et le deuxième rôle, je pense, c'est aussi de porter cette parole auprès des équipes. Moi, dans mes équipes, j'ai toujours eu des hommes, beaucoup d'hommes, et quand on recrutait une femme, souvent, il y avait une espèce d'état d'esprit qui était pourquoi on a pris une femme, on est un métier de tech, laissez-nous bosser entre tech, quoi. Et c'est vrai qu'en tant que manager et en tant qu'homme, on a besoin de porter cette parole et d'expliquer qu'on on recrute des gens pour répondre à une fonction, donc avec des compétences, et que c'est pas parce que c'est un homme, une femme, que la personne n'a pas ces compétences et peut pas apporter plus qu'un homme au même poste. Et donc il y a un vrai sujet là-dessus. Vous avez au sein de tes équipes, est-ce que tu as ressenti un changement avec quand toi tu amènes justement à tes équipes de N-1 qu'il y a plus besoin de mixité? Comment c'est reçu? Comment tu le portes? Et comment
comment eux, ils le font après. Chez Berger-Levrault, ce qui est particulier, c'est que la mixité est très avancée. Aujourd'hui, on a dans les équipes, il y a 45 à 50% de femmes globalement chez Berger-Levrault. Au COMEX, c'est 48%. Donc, c'est quand même assez représenté. Et les postes de direction, pareil, c'est entre 40 et 50% de femmes à des postes de direction. Donc, le fait d'amener une femme à un poste de management n'est pas en soi une surprise. Ce qui est plus là où il y avait plus de communication, c'est que c'est un poste de management très technique. Et là, il y a un petit peu plus de questions sur est-ce qu'elle a vraiment les compétences pour faire ce métier de tech. Mais c'est fou quand même, puisque tu dis que tu as eu 50 CV, tu en as eu 2, tu as pris une des 2 femmes qui était... et tu dis que c'était la meilleure des 50. Ouais. Et il y a une question sur le fait de savoir si elle est... Oui, parce que le recrutement, les autres managers de mon équipe n'ont pas forcément vu l'ensemble des CV que j'ai reçus. On n'a pas forcément... Et je l'ai communiqué. Oui, mais du coup, c'est un posteriori. stéréotype. Qui est particulièrement bien ancré. Et c'est pour ça que la communication, ce que je disais, c'est que moi, en tant que directeur des équipes, je suis pas obligé, mais j'ai communiqué sur le fait que sur les 50 CV qu'on avait reçus, là, le CV qui correspondait parfaitement aux besoins qu'on avait, le mouton à 5 pattes qu'on était en train de chercher, c'était cette personne. Et que du coup, je ne me suis pas amusé à recruter quelqu'un parce que j'ai 3 filles et que je me suis dit, ce serait bien d'avoir une femme à ce rôle-là parce que ça fait bien sur les chiffres pour la société. Non, c'est que c'était la plus compétente. Mais ça, c'est un message qu'il faut faire passer aux équipes, même si effectivement, aujourd'hui, dans mes équipes, j'ai 40% de femmes. Donc, tout le monde est plutôt satisfait qu'il y ait du management technique féminin. Mais il y a quand même un discours à tenir au long terme et communiquer de manière très transparente. David, est-ce que tu as déjà vu ça chez Kyndryl ? Est-ce qu'il y a les mêmes leviers ? Est-ce que tu as les mêmes problématiques ? On a les mêmes leviers et les mêmes problématiques. Alors, je vais peut-être enfoncer, en tout cas provoquer un peu, mais je reste convaincu que une femme qui arrive à ces niveaux-là, c'est quelqu'un qui a dû se battre dans le contexte aujourd'hui. Et je pense que la plupart des hommes, je vais peut-être pas me faire des amis, craignent pour leur job, pour leurs compétences, pour la reconnaissance de leur expertise au sein de l'organisation, parce qu'on a quelqu'un qui arrive et qui s'est battu et qui finalement a les compétences ou des meilleures compétences que les personnes qui sont en place. Et donc je crois que ça peut générer un rejet qui est absolument condamnable, mais c'est quelque chose qu'on voit effectivement, alors qu'on ne voit pas forcément chez nous, parce que c'est assez ancré, mais un comportement qu'on a pu voir effectivement, phénomène de rejet. Après, sur le recrutement, je rejoins ce que tu dis. L'an dernier, chez Kyndryl, moi, dans les équipes, là, puisque j'étais en charge du conseil pour la France, on a recruté une vingtaine de consultants. On a ouvert une vingtaine de jobs de consultants et il y a un moment, on s'est réveillé parce qu'on n'avait que des profils masculins. Et en fait, on faisait appel à des agences de recrutement et en fait, qui nous envoyaient que des profils masculins. Et donc, alors... On a réorienté un petit peu, mais on n'a pas dit stop ou on continue à recevoir des CV parce qu'on fonctionne à l'expertise, on essaye quand même de rééquilibrer un petit peu. Donc c'est aussi en amont en fait que le problème se crée. Alors si on va au-delà, on va rejoindre l'enseignement et puis la pédagogie et après le recrutement, il se heurte à un gros souci qui est le vivier de compétences et les profils féminins qui nous arrivent avec les compétences attendues. On n'a pas le volume en fait attendu par rapport au volume d'hommes qui nous arrivent. Du coup, Aline pour le recrutement et ensuite Joanne pour l'enseignement. Oui, puis il y a le filtre des recruteurs et des recruteuses aussi, parce que là aussi, les stéréotypes qu'on a dans les équipes, parfois, vous avez dans certains cabinets de recrutement des recruteurs et des recruteuses qui vont complètement intégrer ce filtre-là sans même aller le confronter en fait. Donc si à un moment vous ne dites pas en tant que client moi je veux des shortlists mixtes, vous aurez sur des métiers techniques que des hommes, sur des métiers plus dits féminins que des femmes. Donc c'est important aussi en tant que client d'éduquer son cabinet de recrutement. Et c'est vrai que donc nous, dans le cadre d'Actuel Talent, c'est une de nos spécialités, la partie informatique. Et c'est un de nos points de vigilance de faire en sorte que nos équipes soient formées pour pouvoir aller dénicher la perle rare. Parce qu'effectivement, on peut prendre les 50 premiers CV, où là, effectivement, ça sera pratiquement que des hommes.
Et si on ne va pas vraiment explorer l'ensemble des possibilités, on ne va pas trouver les femmes. Ça nécessite effectivement un effort supplémentaire d'aller justement sourcer des profils qui vont peut-être un peu déstabiliser le client au départ. Pourquoi? Parce que ce sera un profil plus atypique, parce qu'elles n'auraient pas forcément postulé. Comment t'expliques qu'il faut aller chercher plus loin? Alors, parce qu'elles vont pas forcément postuler, parce que ça, on le voit quel que soit le métier. Et souvent, même dans les promotions internes, c'est un point de vigilance. Une femme ne va postuler que si elle a au moins toutes les compétences qui sont marquées sur l'annonce. Ce n'est pas du tout le cas des hommes. S'il en a 50%, il va envoyer son CV. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut passer. Une femme, si elle n'a pas 100 voire 120% des compétences, elle se dit non, mais c'est peut-être pas la peine parce que je vais leur faire perdre leur temps quand même. Et puis, je vais peut-être me mettre en situation d'échec. Donc, et ça, on le voit parfois en évolution de carrière aussi, puisque moi, j'ai pu noter dans des assessment centers, par exemple, où les femmes réussissaient beaucoup mieux que les hommes. Pas parce qu'elles étaient plus intelligentes ou plus propices au management, pas du tout. Juste, c'est qu'on les repérait trop tard. Alors que les hommes, on va les repérer tout de suite. Ça, il n'y a pas de problème. Voire un peu trop tôt, voire on va les mettre en danger. Et du coup, on a toute cette balance-là à prendre en considération, parce qu'encore une fois, ces stéréotypes que tu décrivais très bien, ils sont hyper ancrés. Et tant qu'on ne va pas vraiment chercher à la racine, mais en questionnant, mais pourquoi une femme sur un métier technique, c'est si extraordinaire que ça? Non, c'est pas extraordinaire. Comme une femme dans les métiers de management, c'est pas extraordinaire. Du coup, Joanne, on comprend qu'on ne trouve pas de femmes dans les recrutements, que quand on en trouve, c'est très peu, qu'en plus, elles sont super qualifiées. Comment tu agis en tant qu'homme pour faire venir des étudiantes dans ton école en informatique, sur des métiers de tech, etc. Alors, c'est toute la grosse complexité. Tu sais, quand je le disais tout à l'heure qu'on venait en bout de chaîne, entre guillemets, on est un peu entre deux étaux, c'est-à-dire qu'il y a le côté où il y a le métier qui est attendu, le vivier. Potentiellement, vous n'êtes pas assez servi en fait en tant que vivier, en tant qu'entreprise. Et nous, en entrée, quand on va avoir des plateformes assez classiques comme Parcoursup, nous, entre guillemets, la scission, elle est déjà existante. Et ça, c'est notre réalité. Donc, on a deux manières de pouvoir, deux voire trois manières en fait de pouvoir la combattre entre guillemets. La première, c'est effectivement d'essayer au plus tôt possible en fait d'évangéliser sur ces sujets de confiance, parce que nous, on fait beaucoup de constats. Qui ont été très bien dit tout à l'heure sur l'aspect en fait de confiance qui revient beaucoup. Nous, dans notre établissement, on a une école de communication, on a une école d'informatique. Le cliché est extrêmement réel dans les deux cas sur la confiance, sur la manière de se vendre. Et tout à l'heure, on parlait, pour parler déjà d'un des premiers prismes, je pense que l'une des premières solutions aussi, c'est qu'on a des placements notamment en alternance ou en stage. Ça a été très bien dit tout à l'heure en parlant de la mise en avant. Un homme, peut-être à 50% des compétences, va dire bon, je vais y aller. Au pire, ça passe. La femme, comme tu as très bien dit, va chercher les 120. Mais ce qui veut dire que dans le recrutement, quand elle n'a pas encore les compétences, notamment une alternance en BTS ou autre, c'est compliqué de pouvoir déjà se mettre en avant. Et ce premier prisme, même les entreprises qui se disent dans le top management, je vais recruter, malheureusement, en fait, au niveau des étudiants, ils ont déjà cette difficulté. Donc, c'est un travail aussi de notre côté, grâce à la mêlée, grâce en fait à tous les acteurs, on est de se dire c'est aussi par les études que ça commence et que c'est un message qu'on doit porter de manière collective. Donc ça, pour nous, c'est un premier point qui est extrêmement important. Le second, c'est on a la chance, encore une fois, d'avoir de la com et de l'informatique, c'est comment on fait travailler ensemble, parce qu'une fois que le biais existe, nous, quand on reçoit quelqu'un qui a potentiellement 18, 20 ans, et ben voilà, il s'est construit, malheureusement, avec parfois ces biais de confiance sur certains sujets. Comment on peut les casser? Comment on peut changer un peu le paradigme? Peut-être que la personne qui a choisi la communication ne fera pas de l'IT, mais de se dire, en fait, je peux, si un jour je le souhaite, et pour nous, ce serait une belle victoire. Donc pour ça, ce qu'on essaye, c'est justement, avec notamment Nicolas, que je salue pour sa conférence de ce matin, on essaie justement, et avec les différents acteurs, comme David, et qui ont travaillé très fréquemment, de travailler sur des projets où informaticiens et communicants notamment vont travailler ensemble, vont faire des cross-présentations qui puissent présenter en fait la partie de l'un, la partie de l'autre, qui puissent la vulgariser pour justement montrer que c'est accessible et même s'ils n'y vont pas, eh ben, on a un message qui est porté. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important en fait en termes de positionnement pour pouvoir évangéliser de manière générale et de se dire que c'est possible. Ok.
Mais du coup, ça, c'est au niveau de l'école. Je comprends bien que, en fait, c'est déjà en amont. Du coup, comment on fait? Ah bon, il y a la question de l'éducation. On sait que c'est dès le CP que les choses se jouent, enfin, qu'il y a la sociologie, etc. Mais qu'en CP, au bout de 4 mois, on connaît ces chiffres, qu'au bout de 4 mois, les petits garçons sont beaucoup plus forts en maths et les petites filles beaucoup plus fortes en littérature, parce qu'en fait, il y a des rôles modèles, de la représentation et également des valorisations. Du coup, est-ce que aussi, et ça, c'est une question pour toi, Joanne, mais après qu'on mettra, enfin qu'on me rendra à l'entreprise, comment tu fais pour... alors, on connaît tous les stéréotypes, très bien. Tu essayes de faire comme tu peux, j'ai l'impression, et c'est très très bien aussi parce que tu as des super actions, mais comment on fait venir une fille? Quand tu dis évangéliser sur la tech, sur les métiers du numérique, comment on informe? Parce qu'en fait, elles ne sont pas non plus très informées. Du coup, comment on les informe? Comment on fait en sorte que les hommes qui sont là, puisque c'est des garçons, on enlève ce cliché, ce stéréotype de le gars geek avec sa capuche, son hoodie et sa testostérone. Qu'est-ce qu'ils ont à faire aussi, les garçons? Comment toi, dans tes promos, vous agissez? Et ensuite, après, au niveau de l'entreprise. Alors, pour moi, il y a 2 grandes possibilités. C'est une question qui est vraiment pas simple, mais merci de me la poser quand même. De rien. Parce que si tu parles des garçons qui sont en fait en promotion, il faut déjà en fait qu'ils aient cette prise de conscience qui est déjà pas simple et qui fait partie en fait du coup de notre travail tous les jours, de leur créer en fait cette ouverture d'esprit, de créer cette mixité, de les mettre en relation. Et déjà, crois-moi que c'est une belle victoire. Je sais. Une fois qu'on s'est dit ça, tu sais, dans les projets, dans la manière en fait où on aborde les choses en fait en amont, nous l'action qu'on peut faire, tu l'as très bien dit, en fait ça vient tellement tôt avant qu'on n'a pas le choix que d'aller en fait au contact. Et d'ailleurs j'en profite pour remercier Sylvie, on essaye de faire beaucoup d'actions, ce qui nous permet aussi quand on rencontre en fait au lycée de comprendre en fait quels sont les types de biais qui existent. Et pour moi, nous en tant qu'acteurs en fait du supérieur, on n'a pas d'autre rôle entre guillemets que de pouvoir dire à chacun de nos homologues qui travaillent dans l'entreprise, de leur dire hey, attention, parce que si vous n'avez pas de vivier, c'est aussi parce qu'il y a une politique qui est aussi compliquée aujourd'hui pour la formation. Donc déjà pour moi ça c'est une première action. La deuxième c'est pour dire au lycée attention, vous êtes potentiellement en train de faire fausse route. Je pourrais te parler en fait des sujets de l'IA où j'ai entendu il y a pas longtemps dans un lycée, on donne plus de devoirs en fait aux étudiants. C'est un autre sujet, mais nous on est aussi là en fait en étant garde-fou. Et ça fait vraiment partie de nous. Et le troisième point, on n'a pas encore en fait aujourd'hui parlé, c'est le sujet de la reconversion. Oui. Moi, ce que je rencontre aussi en fait en dénominateur commun, et là, nous, on peut agir beaucoup plus facilement en tant qu'école, c'est que en reconversion, on se rend compte que malheureusement ou heureusement, quand les femmes sont confrontées à autre chose que le système classique scolaire, une rencontre, une RH, un proche qui a 3 enfants, quelqu'un qui peut motiver, il y a en fait un moment, ce déclic où la compétence métier en fait qui est rencontrée. Il y a ce déclic-là qui joue. Et si je devais rajouter en fait un dernier élément, et là, du coup, je fais aussi bien ma propre analyse que celle de tous mes homologues, si je me permets, des écoles dans l'informatique. C'est que je pense qu'on a une manière de communiquer sur ce qu'est l'informatique qui nourrit le cliché du hoodies et des 5 écrans derrière. Et je pense qu'on a tous en fait un travail à faire dessus. Et je suis le premier, hein. J'adore notre école. Avec Nicolas, on fait beaucoup de choses en fait justement sur cette gestion de projet. Mais toute notre communication aujourd'hui, elle est très orientée sur le côté tech et pas métier. Alors qu'on en parle avec David, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est justement cette ouverture. Et par ricochet, parce que j'ai ma chère homologue Cécile, avec qui j'ai travaillé pendant 8 ans. On a travaillé sur une école qui était spécialisée dans le domaine de la double compétence, où très tôt, il y a déjà 15 ans, on avait une féminisation qui était beaucoup plus importante, qui était déjà de l'ordre de 40%. Et je te parle d'une époque, il y a maintenant 2009, ça ne nous rajeunit pas, 2009-2010. Donc c'est pour dire que, à mon sens, on a aussi, nous, en tant qu'école, une autre communication à faire, et en plus qui colle aux besoins des métiers. Donc voilà, je pense que c'est aussi un prisme de ce côté-là. Merci beaucoup. Je rebondis d'ailleurs, David. Comment et qu'est-ce que peuvent faire les hommes au niveau micro, c'est-à-dire dans les réunions, dans les attributions de projets, dans les feedbacks au sein de l'entreprise, pour créer un climat qui donne envie aux femmes de rester? Parce qu'en plus, on sait que les chiffres qu'on a, c'est que 50% des femmes qui sont dans la tech s'en vont avant leurs 35 ans. Donc, comment on fait pour les attirer et comment on fait pour les faire rester en faisant du micro inclusif? Si on peut dire ça comme ça, hein, c'est vraiment avec des grands guillemets.
Déjà, comment on fait pour les attirer? Et c'est la discussion qu'on avait avec Johan tout à l'heure. La tech pour la tech, moi, de ce que je vois, c'est terminé. En fait, je schématise, mais en fait, aujourd'hui, c'est tech for business. C'est-à-dire que on fait de l'IA, on fait de la gestion de la donnée, on met des infrastructures cloud. Là, on est vraiment dans la tech, mais c'est au service des métiers, au service des business et au service des secteurs. En fait, les besoins dans le domaine du bancaire ne sont pas les mêmes que les besoins pour la grande distribution. Je ne vais pas nommer des acteurs, mais la Société Générale n'a pas du tout les mêmes besoins qu'un Carrefour ou un Casino aujourd'hui. Enfin, si vous écoutez un petit peu, les problématiques dans les domaines ne sont pas du tout les mêmes. L'énergie, en fait, n'a pas du tout les mêmes besoins aujourd'hui. Enfin, on voit la transition écologique. En fait, l'électricité et autres sont en train de muter complètement, donc les besoins ne sont pas du tout les mêmes. Donc, en fait, il faut donner une vision différente de la tech et la rendre utile. Et quand je dis qu'il faut la rendre utile, il faut donner une vision sur qu'est-ce que ça apporte en fait dans les secteurs d'activité et qu'est-ce que ça apporte en fait en termes de numérique responsable. C'est en quoi on est acteur aussi de cette mutation et de ces besoins qui sont ces besoins-là aujourd'hui. Il y a 30 ans, on s'en fichait complètement de produire un gros microprocesseur et puis de balancer l'huile dans le sous-sol ou dans les égouts, un peu comme un carrossier ou un mécano de voiture. C'était exactement les mêmes problématiques. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans ce domaine-là. Donc en fait, il faut organiser en fait l'industrie du numérique par secteur en fait, et ça va être la tech au service du secteur. Et là, en fait, on répond au goût de chacun, puisqu'on peut avoir dans le domaine du luxe ou dans le domaine de la haute couture, en fait, des velléités de travailler dans ce domaine-là, mais en servant dans des métiers autour de la tech. On peut avoir envie de travailler dans le domaine du transport aérien. Je parlais du fait que je voulais construire des avions quand j'étais petit. Ben, aujourd'hui, on travaille pour les grands acteurs du transport aérien. Et en fait, ça donne une vision et ça donne en fait un intérêt supplémentaire que taper des lignes de code Oui, en mais permanence. ça justement, c'est ce qu'on disait avec Joanne. Les jeunes femmes, même les jeunes hommes, elles ne le savent pas. Donc, moi, j'ai fait des salons de l'étudiant. Ouais. Excusez-moi, c'est à mon tour avec Femmes numérique. Mais on va, avec mon équipe, leur parler. Et on dit, qu'est-ce que tu veux faire? Elles veulent faire du luxe, de la mode, voilà. Mais on dit, il y a ça, la tech, c'est ça aussi. Mais ça, elles ne le savent pas. Non, elles ne le savent pas. Et il faut informer, il faut faire savoir, il faut vraiment... On parlait de reconversion. C'est plus facile, je pense, dans une logique de reconversion, parce que quelqu'un qui a travaillé dans un domaine qui n'est pas du tout la tech, mais qui connaît en fait les tendances de ce domaine-là, va pouvoir se reconvertir, parce que ça va être la tech au service du business, au service du secteur. Par contre, effectivement, il y a un problème d'information, mais dès le plus jeune âge, on parlait tout à l'heure du milieu dans lequel on évolue. En fait, on est dans un prisme qui est super étroit, quoi. Donc, il faut vraiment ouvrir. Mais dans le domaine familial, ça peut être compliqué. Mais après, je dis pas que l'école doit prendre le relais, mais c'est un ensemble et ça doit être complémentaire. Alors après, comment on les retient? Une fois qu'elles sont là, comment vous faites? Une fois pour qu'elles que ce sont soit là, inclusif? mais pour moi, c'est la même problématique que les hommes, en fait. C'est comment on retient un talent, en fait. Comment on retient un talent? Mais alors comment les hommes ben, qui sont là retiennent les talents féminins? là, alors après, il y a les promotions, il y a les progressions de carrière, voilà, qui doivent être sélectives. Mais après, c'est la bonne compétence au bon endroit, au bon moment. Et donc là, on crée la motivation, on crée l'engagement et on crée effectivement l'intérêt pour les projets sur lesquels on va travailler ou les activités sur lesquelles on va travailler. Alors, la stat, par contre, elle est inquiétante. 50% des femmes qui quittent avant 35 ans, mais c'est parce qu'à mon avis, les compétences ne sont pas bien utilisées dans l'entreprise comme elles devraient l'être, et en tout cas avec la diversité qui s'impose. Je vois Aline qui est prête à réagir. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, quel que soit l'environnement de l'entreprise, quand vous faites des revues des talents, qui peut être une réponse en fait sur comment on garde les gens. On fait une revue des talents, on va voir personne par personne quelles sont leurs motivations, qu'est-ce qu'on peut faire comme plan de carrière, etc. Déjà, il faut absolument s'assurer que l'ensemble de vos managers ils aient un prisme égalitaire, parce que sinon, encore une fois, ils vont vous parler des hommes. Ils ne vous parleront pas de leurs collègues féminines. J'ai pu voir ça dans une revue des talents il y a quelques temps maintenant, mais ça marche à tous les coups. Vous demandez à un cénacle de manager de vous faire une liste de 10 noms pour faire des formations top niveau, vous aurez 10 hommes. Même dans une structure avec 80% de femmes. Ça marche à tous les voyages. Le seul moyen de changer ça, c'est de dire au préalable, je vous préviens que je veux 50% de femmes et 50% d'hommes, par exemple. Voire plus de femmes, tant qu'à faire, puisque vous avez besoin de les garder particulièrement. Ça peut être aussi ça. Et c'est de se dire, du coup, ça nécessite, encore une fois, cet effort particulier de se dire, ah oui, c'est vrai, elle, ça fait quand même un moment qu'elle est là.
elle a de bons résultats, mais en fait, elle n'est pas forcément valorisée. On la repère pas parce qu'elle fait bien son job, mais elle ne se met pas en avant. Et c'est donc de leur proposer des projets transverses, des mises en lumière, en fait. Et ça, c'est pour ça qu'il n'y a que les hommes qui peuvent faire ça sur les métiers de la tech. Parce que sur on le disait tout à l'heure, la plupart des managers sont des hommes. Donc, si les hommes ne s'impliquent pas dans ce repérage en amont et tout le long de la carrière, et dès le début, parce que si on sait en plus que c'est dans les 5 ou 10 premières années, c'est à ce moment-là qu'il faut être particulièrement vigilant. Et c'est à ce moment-là qu'il faut trouver des solutions. Et puis, il y a tout le contexte, je pense, aussi, et on reparlait des stéréotypes et de la façon dont elles vont être accueillies. Parce que si tu es obligé de dire, prouver, de justifier pourquoi tu recrutes une femme et pas un homme sur un poste technique, derrière la façon dont cette personne va être accueillie, il va falloir quand même s'assurer que ça soit dans de bonnes conditions. C'est le cas dans les écoles, parce que quand il y a peu de femmes à des endroits, elles sont un peu mises de côté, un peu mises à part. Et de la même façon, quand dans un comité de direction, il y a moins de 30% de femmes, elles n'ont pas la parole. En fait, la visibilité des femmes n'est pas là. Donc, c'est important dans des métiers où les femmes sont sous-représentées, de leur redonner la part de voix que naturellement, on ne va pas leur laisser. Donc ça, c'est un point qui peut peut-être favoriser le fait de garder les femmes un peu plus longtemps. Et si je peux rajouter, il faut aussi mettre en place une atmosphère de confiance. Parce qu'on parlait tout à l'heure du syndrome de l'imposteur. À un poste donné en interne, quand j'ouvre un poste en interne, j'ai 100% d'hommes qui répondent et qui postulent. Et j'ai jamais de femmes qui postulent. Parce qu'on dit tout à l'heure, j'ai pas les 120% des critères qui sont indiqués dans le poste. Et si on arrive à aller les chercher un petit peu, alors on dit, vas-y, postule, tu vois, ce poste, il est aussi fait pour toi. Ah oui, mais je sais pas, c'est pas grave, tu vas apprendre. Là, il faut y aller aussi. Et donc, le climat de confiance et être capable de prouver que n'importe qui peut se positionner sur un poste qui lui correspond même peut-être pas à 100%, c'est aussi hyper important. Et je pense que en tant que manager, il faut qu'on aille chercher ça aussi bien à l'extérieur, comme je disais tout à l'heure, mais aussi en interne. Christophe, justement, toi qui es un sponsor masculin, puisque tu nous as embauché une super directrice technique, quel rôle et est-ce qu'il y a eu des sponsors du coup d'hommes dans ton entreprise, parce que vous avez des bons scores. Tu me dis qu'il y a des gros pourcentages de femmes chez Berger-Levrault, au Comex, etc. Est-ce qu'il y a eu une politique d'entreprise, un rôle masculin, enfin des hommes qui ont joué un rôle décisif dans la progression de ces chiffres? Alors, chez Berger-Levrault, c'est vraiment une politique d'entreprise. Il n'y a pas eu un homme en particulier. Après, il y a toujours le PDG qui va impulser quelque chose. Néanmoins, c'est une volonté. En 2022, il y avait 0% de femmes au board et au COMEX chez Berger-Levrault. Enfin, au COMEX, pas au board. Au board, il y avait 0% de femmes au COMEX. En 2025, c'est 45%. Donc, il y a une vraie volonté d'entreprise de dire il faut qu'on aille chercher les bonnes personnes au bon endroit et féminiser ce COMEX, parce que à partir du moment où le COMEX est féminisé, forcément, par effet, comme ça plairait à notre cher président, de ruissellement, on a du management féminin qui se met à chaque niveau et à chaque strate de l'entreprise. Donc, c'est pas tant une personne en particulier qu'une volonté de l'entreprise. Je pense pas qu'il y ait un rôle masculin qui a été fait, enfin un personnage masculin chez Berger-Levrault qui ait poussé ça. Après, moi, ça fait un peu plus d'un an que j'y suis, donc il y a certainement eu des hommes qui ont eu une impulsion, mais globalement, pour moi, c'est vraiment une volonté des propriétaires de Berger-Levrault de dire féminisons Berger-Levrault pour apporter plus de créativité. Après, il y a la loi aussi qui pousse à ça, mais néanmoins, il y a eu une vraie volonté d'entreprise. Tu veux dire quelque chose, David? Ouais, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une vraie volonté d'entreprise, effectivement. Pour Kendrill, on fait partie du cercle Interrel, qui est aussi assez révélateur. Après, il y a l'évolution des métiers qui va aller, je pense, dans ce sens-là. On parlait des métiers traditionnels d'infrastructure et de coding là, qui vont plus ou moins disparaître. Et on voit arriver, encore une fois, une population féminine sur les métiers autour de l'IA et de la gestion de la data. Et il ne faut pas oublier qu'on parle beaucoup de tech, mais
autour de la tech, il y a énormément de métiers qui ne sont pas hyper techniques ou qui ne demandent pas une expertise pointue, comme des rôles de chef de projet, comme des rôles de designer, comme des rôles de... Et justement, c'était une des réponses de nos Forward Deploy Engineers. Retenez ce terme parce que c'est un rôle qui est en train d'évoluer au sein de l'IA. Mais il y a énormément de métiers de pilotage, en fait, d'encadrement, qui ne sont pas des métiers purement techniques et qui font qu'on voit de plus en plus de candidates féminines se positionner. Donc le pourcentage va augmenter assez naturellement. Et du coup, on parle du coup de chiffres. Est-ce que, à votre avis, et ça c'est pour tous les quatre, est-ce que c'est vraiment une question... Vous répondez comme vous voulez. Est-ce que des quotas ou des objectifs si chiffrés, c'est un accélérateur nécessaire ou une solution de dernier recours? Est-ce que c'est intéressant? Qu'est-ce que vous en pensez? Rigolez pas, hein, c'est pour répondre, c'est pas pour se bidonner. Moi, j'adore cette question. Vas-y, Aline. Alors, je pense qu'on n'aurait pas mis de quotas, par exemple, sur les conseils municipaux. On n'aurait toujours pas de femmes dans les conseils municipaux. On n'aurait pas mis des quotas, encore une fois, sur la féminisation des COMEX. On n'aurait pas forcément alors, conseil d'administration d'abord, puis des COMEX maintenant. On n'aurait pas une impulsion. Alors, je discute de ces questions de quotas depuis maintenant un certain nombre d'années. La plupart du temps, on a les femmes qui sont contre, parce qu'elles disent « Ah, mais moi, je ne veux pas être dans un quota. » Oui, d'accord. Mais le quota implicite d'hommes, on en parle ou pas du tout? Parce que, voilà. Enfin, moi, je veux bien qu'on ne parle surtout pas de quota, parce que c'est un gros mot. Mais il y a quand même toujours un quota implicite d'hommes à la tête des entreprises. Donc, encore une fois, ce n'est pas une fin en soi, le quota. Pour moi, c'est pas une... moi, je l'ai souvent transcrit en objectif plus qu'en quota, parce que c'est plus... dans une entreprise, on a plus l'habitude de parler d'objectifs. Donc, quand on se dit qu'on fait un objectif de féminisation de certains métiers, c'est plus entendable. Ce n'est pas toujours entendable par les hommes, il faut bien le savoir quand même. Et quand moi j'ai testé ça une fois, j'avais dit voilà, on va faire un objectif de 60% de femmes dans les postes de direction. Et j'ai présenté ça à un comité RSE, donc avec des femmes et des hommes un peu plus éveillés que la moyenne. Et là, j'ai un homme qui m'a dit mais c'est pas juste. Je lui ai dit c'est pas juste, 60% de femmes. Et juste pour vous donner le contexte, c'était une entreprise qui avait 80% de femmes. Donc, je lui ai dit, tu as raison, ce n'est pas juste, on aurait dû mettre 80% en objectif. Et là, je l'ai vu blêmir et il a, tout d'un coup, il a réfléchi à ce qu'il venait de dire, en fait. Et il s'est dit, ah, mais oui, finalement, il n'a pas complètement tort. Donc, le quota, pour moi, c'est une mise en mouvement. Ce n'est pas une fin en soi. Mais en revanche, s'il n'y a pas cette mise en mouvement, parfois, si on compte juste sur... la bonne volonté personnelle, l'éveil des hommes à l'égalité femmes-hommes. Alors, il y a ceux qui ont des filles. Et là, eux, ils voient bien de quoi on parle, souvent. Ils n'ont pas le choix. Voilà. Ceux qui sont entourés de femmes avec des sœurs, des nièces, etc. Oui, parfois, ils voient mieux quand même de quoi on parle. Mais il y a des hommes qui n'ont pas de filles, qui n'ont pas de sœurs, qui sont un peu dans une bulle aussi de comment ça se passait avant, et donc qui dupliquent. Et puis après, il y a des gens qui propagent ce genre de choses. On a aussi des grandes tendances là avec ce que peut véhiculer un Donald Trump, par exemple. Derrière, ça fait quand même beaucoup de mal, d'une manière générale, sur ces sujets-là. Mais en tout cas, oui, moi, quota, oui. Pour faire bouger les choses, c'est indispensable. Après, une fois que ça commence à bouger, normalement, ça ne devrait plus être une fin en soi. Messieurs, à vous les micros. Moi, je vais démystifier effectivement le terme quota et la façon dont on utilise les quotas. Chaque fois, effectivement, qu'on veut mettre quelque chose en mouvement, et c'est vrai pour le sujet dont on parle aujourd'hui, mais on définit des objectifs et on suit ces objectifs de très près. Il y a une cadence qui est très serrée parce qu'on veut accélérer le mouvement et parce qu'on veut suivre notre performance. Donc les fameux KPI, les Key Performance Indicators, en fait, moi je suis très friand de toute façon. Je suis un opérationnel. Donc pour mettre effectivement la féminisation en mouvement, ou pour continuer plutôt à l'accélérer, la mettre en mouvement, il faut définir des objectifs. Et il faut que les objectifs soient
déployé, que toute l'organisation adhère à ces objectifs, et on met en place le management système, la gouvernance, etc., qui va bien avec tous les acteurs. Parce que c'est important. Et là, on parle des cabinets de recrutement, on parle des agences, des recruteurs, on parle des organismes de formation avec qui on travaille, mais on parle aussi de nos sous-traitants et de partenaires avec qui on travaille. Donc c'est tout l'écosystème qui doit se mettre en branle, et avec un seul objectif qui est l'atteinte de ces quotas, ou en tout cas de ces pourcentages sur lesquels tout le monde s'est mis d'accord. Donc pour moi, c'est oui, il en faut. Oui, il en faut pour accélérer et mettre en mouvement, et il faut démystifier en fait ce terme de quota ou d'objectif. Christophe, avec des chiffres de dingue chez Berger-Levrault, j'imagine qu'il y a eu des objectifs qui ont été mis. Alors, même pas. Il y a eu une volonté de féminiser, mais à aucun moment, enfin, depuis que j'y suis, il y a eu des chiffres qui ont été donnés. L'objectif, c'était féminisons pour plus de diversité, plus de créativité, mais à aucun moment, il y a eu vraiment il nous faut tant de femmes à tel poste. Enfin, moi, je ne l'ai pas vu. Mais je pense qu'il y a des objectifs cachés. Néanmoins, il y a des chiffres cachés qui ne sont pas forcément partagés parce que on est éditeur de logiciels. Qui dit éditeur de logiciels, c'est, je pense que la moitié de la population, ça doit être des développeurs aujourd'hui, presque. C'est principalement masculin. Et quand on leur dit on va mettre des quotas ou des objectifs, il peut y avoir un peu de réticence. Et donc, je pense que les objectifs étaient bien dans la tête de la direction, mais n'ont pas forcément été communiqués à l'intégralité des équipes. Et Johan, quand on dirige une école, est-ce qu'on peut mettre en place des objectifs chiffrés? Alors, nous, en tant qu'école, on ne peut pas mettre d'objectifs chiffrés sur le nombre, la parité. On aimerait bien, mais malheureusement, même en termes entre guillemets, de survie, on ne peut pas forcément en fait, tout le temps se le permettre. En revanche, il y a un prisme sur lequel je rejoins tous mes camarades, c'est que nous, on est sur la formation, il y a l'aspect stage, il y a l'aspect alternance, qui est du coup aussi le tremplin pour derrière pouvoir trouver en fait un emploi. Et comme on en revient en fait avec cette question de potentiellement avoir le syndrome de l'imposteur, le prisme qu'on peut avoir quand on se présente, de même en tant que femme de se dire est-ce que je suis légitime en fait à aller sur ces métiers, déjà de dire écoutez là il n'y a pas le choix, ça veut déjà dire aussi que ça permet à chacun de conscientiser en fait oui. Et quand on a d'autres hommes qui pourraient se dire non mais pourquoi elle, en fait te pose plus la question parce que c'est le cas et je pense que du coup c'est vertueux pour la réflexion des hommes et la réflexion des femmes en fait pour pouvoir y aller légitimement. Donc à mon sens, même si parfois c'est vu comme un gros mot, je pense que ce serait une très bonne chose qu'il y ait des quotas. J'ai vu les maîtres du temps nous faire des petits coucous de la montre. Donc pour terminer et pour clore cette table ronde que j'ai eu grand plaisir à animer, avec quel objectif vous partez chacun dans vos métiers, vous d'abord messieurs en tant qu'hommes et Aline pour inciter les hommes à s'engager sur la féminisation. Avec quoi vous repartez aujourd'hui, je sais pas, comme idée ou comme volonté ou comme continuité pour agir dans vos métiers? Je vous pose une colle. J'y vais. Allez, j'y vais. Dans la continuité, mais alors idée ou message, en fait. Ce que je retire, moi, et en plus, ça rejoint tout ce qui s'est dit aujourd'hui. En fait, il y a de la place. Il y a énormément de place. Les métiers évoluent et ça ouvre, en fait, énormément de possibilités pour vous, mesdames, mesdemoiselles, que ce soit dans le cadre de la formation, que ce soit en reconversion. Et ça, en fait, c'est plutôt un message positif qui va dans le sens de ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Les hommes, en fait, c'est ce qui s'est dit. On est tellement majoritaire aujourd'hui dans l'industrie de la tech, du numérique, que en fait, on n'a pas le choix. En fait, on n'a pas le choix et on a notre rôle à jouer. Et on n'a pas le choix que d'accompagner en fait ce mouvement, parce que de toute façon, les métiers évoluent et parce que de toute façon, on verra de plus en plus de femmes ou de filles arriver sur le marché de l'emploi avec les qualifications dont on a besoin aujourd'hui, parce que les métiers ont évolué, parce qu'on n'est plus dans les métiers d'antan, la construction, etc., auxquels je faisais référence auparavant. Donc moi, c'est plutôt un message positif. Maintenant, il faut peut-être continuer avec les quotas ou les objectifs ou pas, mais dans tous les cas, il faut quand même continuer à insuffler le mouvement, parce que, pour écouter un peu, en France, on est quand même très en retard. Et on travaille beaucoup avec les pays de l'Est dans notre métier, République tchèque, Pologne, pas Hongrie, mais l'Inde, et en fait, ils sont très, très, très en avance par rapport à nous, et notamment sur les filières techniques, et pas que les métiers de chef de projet ou autres auxquels je faisais référence auparavant. Merci David. Johan. Alors moi, je pars riche de beaucoup de choses. Déjà parce que, avec le sujet qu'on a eu, je me suis aperçu tout au long de la journée que c'est un fil. Et que agir isolé, c'est bien,
mais qu'on a besoin, alors encore plus en fait avec mon prisme de formation, qu'il faut beaucoup plus de connexion pour pouvoir en fait agir de manière pérenne. Ouais, c'est un sujet de bout en bout, quoi. Exactement. Comme ça commence en fait par les sujets de l'éducation petit, les biais par la suite, le domaine de l'entreprise, pardon. Nous, on a besoin vraiment en fait d'avoir ce lien, et c'est pour ça que je suis ravi d'avoir échangé en fait lors de cette table ronde avec vous, et même en fait avec certains partenaires avec qui j'ai eu plaisir, auxquels je pense que je développerai en fait du coup d'autres sujets pour vraiment avancer dessus. Donc c'est vraiment ce que je retiens aujourd'hui, et du coup je remercie l'organisation parce que ça montre aussi le vif intérêt de cet événement. Merci. Christophe? Moi, je vais pas mal me rapprocher de ces jeunes. C'est la communication. Il faut en parler. À partir du moment où on parle d'un sujet, on le dédramatise et du coup, et on l'ouvre et les gens se disent bah oui, pourquoi pas. Effectivement, j'ai une collègue développeuse, bah, elle est peut-être meilleure que moi d'ailleurs. Donc il n'y a pas de raison que d'autres femmes ne puissent pas nous rejoindre. Donc je pense qu'il est hyper important d'en parler. Et le fait d'avoir pu parler aujourd'hui, ça renforce tout ça. Aline, le mot de la fin. Oui, je pense qu'il ne faut surtout pas opposer les hommes et les femmes dans ce mouvement. Ça, c'est important. Et surtout, inciter les hommes à venir dans des journées comme celle-ci. Parce qu'effectivement, il y en a plus sur scène que dans le public. Ils sont tous ici. Et ça, c'est dommage parce que justement, on a tellement besoin d'eux pour faire bouger les choses qu'il faudrait que cette salle, elle soit au moins 50-50. Mais c'est pas juste. C'est formidable. Mais c'est pas juste. Mais en tout cas, oui, je pense que là, on a pas mal de pistes. Il faut les repérer, il faut les accueillir, il faut faire en sorte que chaque homme qui va accueillir une collègue, qui va accueillir quelqu'un qu'il a recruté ou pas, qui vient dans son équipe, la considère comme étant une collègue et pas une femme qui vient. C'est pas une femme, c'est une spécialiste, une experte d'un métier. Et ça, c'est vraiment important. Et pour ça, ça ne peut être que un message qui est porté, véhiculé au plus haut de la direction générale et dans l'ensemble en fait des postes de manager en fait. Et tant qu'on n'a pas cette, parce qu'effectivement on l'a tous dit aussi en préparant, c'est un effort en fait. La féminisation des métiers du numérique, ça demande un effort de tout le monde. Des femmes pour se positionner sur ces métiers-là, des hommes pour les accepter, les accueillir, les intégrer, les repérer, les fidéliser. Mais en tout cas, c'est un effort qui doit être collectif. Merci beaucoup à tous les quatre. Je rends le micro pour la suite du déroulé. Merci. Merci Charlène. Merci.